de se retrouver ce soir. Vous la voyez devant nous. Vous la voyez, la rade. Elle est là, la mer. Elle est là et nous savons, Brestoises, Brestois, du pays de Brest et d'ailleurs, nous savons à quel point la mer compte dans nos vies. Et ici, nous savons à quel point elle a compté, pas à pas, siècle après siècle, dans notre ville. Ici, juste à côté, est l'entrée de la Bainfelde. Et au bord de cette Bainfelde du XVIIe siècle, a commencé à se construire une tradition qui, les années faisant leur chemin, a constitué ce dont nous sommes, chacune et chacun, plus ou moins récemment arrivés, ce dont nous sommes chacun les porteurs, la culture ouvrière, la fierté brestoise. Ça c'est brestois. Ça c'est brestois. Et vous savez, les conditions étaient terribles. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dans les faubourgs de recouvrance. À tel point, nous avons connu, nous, des épidémies, une épidémie récente. Mais eux aussi, les ouvriers qui travaillaient dur, eh bien, ont souffert une épidémie fin 19e. Et je le sais d'autant plus que j'habite dans un quartier qui a été à ce moment-là aménagé, c'est Saint-Martin, pour que les ouvriers, eh bien, puissent vivre dans de meilleures conditions. Nous sommes, mes chers amis, mes chers concitoyens, nous sommes les héritiers de cette histoire, de cette fierté. Nous nous sommes rendus compte de cela au porte-à-porte. Elle n'a pas disparu, Brest-la-Rouge, Brest la ville ouvrière. Voilà également ce qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà également le sens du moment dans lequel nous nous trouvons, où dimanche prochain, si les habitants et les citoyens de Brest, d'Hilaire, Bohard et Gouesnou décident de m'élire député, eh bien je vous le dis, à ce moment-là, nous renouerions avec une part fondamentale de notre histoire et nous donnerions une bonne leçon, celle qu'il mérite, à Emmanuel Macron et ses divers pions qu'il avait envoyés partout dans le pays pour faire les petits répétiteurs. Celles et ceux qui me connaissent savent que je ne serai pas un répétiteur, ou sinon, peut-être le vôtre, et j'en serai fier également. Alors il y a la mer dont j'ai parlé, mais il y a aussi le soleil. C'est une petite chanson. La mer, le soleil et la plaine, non, c'est comment? Il y a le soleil. J'ai plus votre de voix en cette fin de campagne, je ne vais donc pas pouvoir vous la chanter. Ah, c'est comme ça. Bon, mais ce soleil qui réjouit les cœurs lorsque le printemps et l'été viennent, ce soleil aujourd'hui a de quoi nous inquiéter malheureusement. Nous sommes dans une situation caniculaire dans le pays. Très tôt, alors que l'été, qui arrive 2 jours après le second tour de l'élection, n'est pas encore là. Nous sommes dans une situation caniculaire qui interroge. Par exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le Morbihan est classé département rouge. Ce qui serait peut-être l'un des seuls effets positifs du changement climatique. Alors, c'est la canicule et tout cela va beaucoup plus vite que même le GIEC, que Glenn a évoqué tout à l'heure, que même le GIEC l'envisageait il y a de cela quelques années. Les températures qui sont aujourd'hui en France sont celles que l'on pouvait peut-être projeter il y a quelques années pour 2040-2045.
La situation est donc d'une gravité extrême. Et je ne dis pas cela pour dramatiser l'enjeu. Je dis cela pour le présenter dans sa réalité concrète. Car en même temps que la canicule, il y a eu et il y a une situation de stress hydrique terrible. Il n'y a pas assez d'eau aujourd'hui. Et nous devons donc penser les conditions concrètes de la réorientation. L'écologie n'est pas un sujet parmi d'autres. L'écologie nous invite aujourd'hui à repenser totalement nos modes de production, nos modes de consommation, et bien entendu, et c'est pourquoi nous sommes là, nos politiques. Celles et ceux qui ont parlé avant moi, et je les en remercie, et je vous remercie de votre présence, de votre enthousiasme et de votre détermination à ce que nous l'emportions tous ensemble. Celles et ceux qui ont parlé avant moi l'ont dit. Il est important que la jeunesse se déplace dimanche. Et lorsque je parle d'écologie, je vous dis, moi qui ai 29 ans, bientôt 30, moi qui ai 29 ans, je vous dis, notre génération est pleinement concernée par l'enjeu écologique. Nous allons en souffrir si nous ne faisons pas les choix décisifs que nous devons faire maintenant. Et ces choix sont collectifs, ils sont politiques. Le vote n'est pas un jeu, n'est pas un jeu. Peut-être pour Macron, peut-être pour les plus riches, mais pour les plus pauvres, ceux qui souffrent, et pour nous, génération qui voyons avancer le changement climatique et l'extinction de la biodiversité. Ce n'est pas un jeu, c'est un défi essentiel que nous sommes en capacité de relever. Allez-y, convainquez autour de vous. Car la situation politique posée par le premier tour est tout à fait nouvelle. Et je ne jetterai la pierre à personne qui n'est pas allé se rendre aux urnes au premier tour. Je ne leur jette pas la pierre, je leur dis regardez, regardez ce qu'il se passe dans le pays. Il est possible qu'une majorité de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale soit élue, gouverne le pays selon des principes clairs qui nous animent toutes et tous, le partage des richesses, la solidarité, une préoccupation réelle et pas de communication pour l'enjeu écologique. Et enfin, la démocratie que nous chérissons tant, que nous avons au cœur, le pouvoir des citoyens, celui-là même dont l'expression a été immense lors de ce quinquennat brutal. Il a été immense à quel moment? À un moment auquel je veux rendre hommage, le mouvement des Gilets jaunes, la fierté de notre pays, qui ne s'est pas laissé écraser par Emmanuel Macron. Honneur aux Gilets jaunes, gloire à eux, car aujourd'hui, avec la nouvelle Union populaire, nous pouvons dire ils nous ont montré le chemin. Et nous allons retrouver ce chemin dans les urnes, en l'emportant dimanche prochain. Alors les macronistes sont un drôle d'argument. Celui-ci qui est en face de moi comme les autres. Ils ont un drôle d'argument sur les retraites notamment. Ils disent « Ah mais 60 ans, 40 annuités, donc de cotisation, au bout de 40 annuités, c'est ça notre réforme, on a le droit de prendre la retraite à taux plein, mais l'âge légal c'est 60 ans. Donc si on est trop fatigué, on peut partir avant et il n'y aura pas de surdécote, il n'y aura pas de pénalité. C'est un peu technique, mais enfin c'est important. » Et alors eux ils disent « Oh ouais, mais enfin quand même, si on commence à bosser à 24 ans, eh bien on partira à 64. » Mais ballot qu'on a envie de leur dire aux macronistes, aujourd'hui c'est 43 annuités. Donc aujourd'hui, et pas encore avec votre réforme pourrie que vous avez dans les cartons, aujourd'hui ça va jusqu'à 67 ans. Donc arrêtez les salades, la réforme progressive des retraites, c'est nous. Les 60 ans, c'est nous. Les 65 ans, c'est eux. Moi, comme j'ai vu des gens qui m'ont dit j'ai 58 ans, j'ai plus de boulot. J'ai plus de boulot et je vais pas en retrouver. Macron, il leur dit quoi? L'arseneur, il leur dit quoi?
Eh ben il dit, bah t'inquiète, tu vas finir au RSA de tes 62 à tes 65 ans. Non! Après une vie de travail, ce n'est pas possible! C'est inadmissible! Dimanche, c'est Macron, son monde, son idéologie qu'il faut dégager. Et voilà le progrès de la République, le projet de la République sociale à laquelle nous sommes tant attachés et que nous défendons avec détermination pendant cette campagne. Vive le social! Et alors les jeunes, j'y reviens, ils vont se dire, les jeunes qui sont là, ils vont se dire, punaise, ils ont une obsession. Bon, c'est pas grave, parce que moi je me considère encore comme jeune. 30 ans, le 9 juillet. On va fêter ça, quelqu'un m'a dit à l'Assemblée, je dis, bah non, on va faire ça à Brest avec les potes. Il y a le train. Très bien, j'en ai débattu du train ces jours-ci. Il y a le train. C'est très bien. Bon. Eh bien, je suis moi-même enseignant à l'université. Et je vois bien la différence qu'il peut y avoir de capacité d'engagement et d'investissement dans ses études entre un étudiant salarié et quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler pendant ses études. Le bulletin de vote de la nouvelle Union populaire, c'est plus aucun étudiant, ni lycéen professionnel, ni engagé dans le supérieur dans les études professionnelles, plus aucun de celles-ci et de ceux-là n'auront à travailler en travail étudiant et salarié, car ils auront une allocation d'autonomie étudiante de 1 063 € par mois. C'est pas concret ça, c'est pas du sérieux, et c'est chiffré. Vous savez qui veut financer ça? Eh ben, ceux qui concentrent un patrimoine tellement énorme que nous n'avons même pas capacité de nous l'imaginer. Vous imaginez ceux qui ont 12 millions à laisser? 12 millions d'euros. Et au-delà, bah ça fait quand même une somme. Personne ne gagne ça de sa vie. Quasiment. Il faut bien qu'ils les aient trouvés quelque part. Souvent ils les ont trouvés en naissant. Bon, c'est sympa, hein. À la naissance, au loto, c'est le même principe. Pas de bol, ben nous on a le principe d'égalité en France. C'est pas le principe de naissance, ça va faire un bon bout de temps, ça s'appelle la Révolution française. Et alors, eh ben on leur dit au-dessus de 12 millions, on prend tout et on donne ça aux jeunes parce que le pays, la France, elle a bien le droit à un futur. Elle mérite que ces jeunes soient formés. Elle mérite qu'ils soient d'un haut niveau pour contribuer aux enjeux de la planification écologique, aux enjeux qui nous saisissent tous aujourd'hui ardemment, celle de l'égalité et celle du relèvement nécessaire de l'industrie de notre pays pour faire face aux nécessités de la production. Alors voilà l'alternative. Est-ce que vous voulez d'un président de la République autocentré qui ne cesse de s'imaginer comme lui-même investi d'une mission pour le pays, alors qu'il est plutôt investi d'une mission par les banques qu'il sert allègrement, mais lui-même s'imagine investi d'une mission pour le pays et se comporte comme un monarque? Eh bien, nous allons rappeler au monarque, dimanche, que nous sommes dans une république et un régime parlementaire et qu'il devra faire avec les députés de la nation. Le choix est donc très clair. Il est très clair dans bien des endroits et il est très clair ici. Et à quelques jours après le premier tour, j'ai oublié de le dire, mais merci à Brest, à Guilher, à Bohard, à Douainou, qui nous ont portés largement en tête de ce premier tour. C'est déjà une victoire. Soyons-en fiers. Soyons-en fiers collectivement. Comme circonscription, comme ville, comme commune. Soyons-en fiers car cette première victoire, je vous fais une petite confession. Elle en appelle une autre dimanche prochain. Je vais regarder mes notes, sinon je vais vous saouler pendant un temps fou. Ah oui, bah dans ce que j'ai oublié, ça vaut le coup parfois de lire ces notes. Cette campagne a également été
un moment où j'ai tâché, avec les collectifs militants exceptionnels et l'équipe de campagne exceptionnelle qui m'entoure, où j'ai tâché de donner une image de ce que serait notre mandat. Et je le dis, peut-être y en a-t-il ici, aux soignantes que j'ai appuyées et soutenues dans leur combat, aux soignantes des EHPAD, aux soignantes de l'hôpital, au mouvement social vers lequel je me suis porté. Je leur dis, nous allons continuer à être à votre côté, car votre pays, à quoi sert un député du peuple? Pas d'autre chose. Enfin si, on fait des lois aussi. Et on fait des lois en partant du réel et en partant des besoins. Voilà d'où nous parlons. Voilà ce que nous sommes. Merci à vous d'être là pour nous. Alors, qu'est-ce que j'avais mis là? Nous menons une campagne positive, mais ça a déjà été dit ça. Je vais plutôt boire de l'eau, ça va vous faire une petite pause aussi. Ouais, mais enfin, si on commence à m'applaudir quand je bois de l'eau, ça va. C'est très 5ème République. Ça. Alors voilà, bon, nous menons une campagne positive sur un programme, sur une perspective claire, raisonnable, chiffrée, qui s'inscrit dans un courant politique historiquement puissant dans le pays. Et alors, nous faisons cela et qu'avons-nous en face de nous? Les macronistes, les macronistes, les macronistes. Qu'est-ce qu'ils racontent les macronistes? Alors, ils racontent des trucs. Ils ont pondu un tract ici qui est pas piqué des hannetons. On fait une campagne positive, mais eux, je peux vous dire, c'est pas trop l'esprit positif qui les anime. Là. Alors, leur seul tract de campagne d'entre-deux tours. Déjà, il n'y a pas la mention ne pas jeter sur la voie publique qui est obligatoire. Je le souligne publiquement, si quelqu'un a envie de les embêter. Alors, et puis, à un moment donné, le tract, c'est juste la tête du candidat qu'on va sortir, parce qu'il est sortant. Et ensuite, au dos, c'est attention aux NUPS. Alors imaginez celui qui a pas suivi l'élection. Attention aux NUPS, il a, mais qu'est-ce qu'il raconte cela? Bon. Et alors, dans cette prose magnifiquement écrite, on trouve notamment où les 300 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, on en prévoit 250, mais enfin, apparemment ils sont plus généreux que nous. Où les trouver donc, disent-ils, dans ce petit tract? Sinon en volant l'argent des Français qui travaillent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a comprimé les salaires? Qui a servi l'ISF aux plus riches? En le supprimant? Qui a servi le capital et les financiers les plus riches du pays? Qui a écrasé les travailleurs? C'est eux! Et alors je vous lis quand même une citation qui ne m'a pas été très difficile de trouver. Le fruit du travail des Français ne doit pas être ponctionné de manière confiscatoire par un État pléthorique et gaspilleur. Jean-Marie Le Pen, 2006. Eh bien, quand je lis le tract des macronistes, la rhétorique employée, j'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux. Et je n'accepte pas qu'ils se réclament de la République parce qu'en menant des campagnes pareilles, ils la salissent en réalité. Nous respectons l'élection. Nous avançons des idées. Nous sommes prêts au débat qu'ils refusent par leurs anathèmes et leurs outrances. Parce que qu'est-ce que c'est l'impôt? Alors ça dépend comment il est pensé. Hein. Dans l'histoire du pays, l'impôt progressif sur le revenu, c'est Jean Jaurès. Vous savez, cette grande rue là. C'est Jean Jaurès. Bah, c'est lui qui a fait ça en juillet 14, 2 semaines avant sa mort. Il a obtenu son assassinat. Il a obtenu ce principe selon lequel plus on gagne, plus on paye en proportion de son revenu. Voilà l'héritage que nous portons. Et nous allons rétablir la progressivité de l'impôt. Car ils vous font peur avec notre programme fiscal.
Mais en réalité, ce que nous disons, c'est qu'avec notre réforme de l'impôt, 90% des Français paieront moins d'impôts ou autant. Et seuls les 10% les plus riches, ceux-là même qui ont été servis par les gouvernements successifs, ceux-là, eh bien, seront invités à contribuer à l'effort public, au service public, à la chose commune. Voilà ce que disait le grand Jaurès. Toute réforme d'impôt qui ne sera pas tournée vers la pleine justice sociale ne sera qu'un trompe-l'œil. La nôtre n'est pas un trompe-l'œil. Et c'est un sens particulier pour moi d'évoquer Jean Jaurès ce soir, car il est vrai, on m'a demandé quel personnage historique inspirerait le plus mon mandat. Jean Jaurès est un modèle pour moi de grand parlementaire. Il ne passait pas son temps à tirer la couverture à lui, et c'est pourtant à lui que nous devons la grande et fabuleuse loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. C'est à lui que nous devons le principe de l'impôt progressif. Voilà une histoire de République qui leur ferait bien du bien d'apprendre. Enfin, après, on va avoir 5 ans, qu'ils soient dans l'opposition ou ailleurs, on va pouvoir un peu les saouler avec ça. Au bout de 5 ans, ils auront peut-être compris ce que ça veut dire République sociale, les macronistes. Alors pour l'instant, ce avec quoi ils ont du mal, c'est la démocratie. Alors ça, bon attendez, je vais prendre à la bouteille. C'est plastique, ça faut arrêter aussi. Faut arrêter, mais c'est pas parce que je ne nommerai pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Mais attends mon coco. Il y a toutes les forces de la nouvelle Union populaire qui ont dit que si nous avions une majorité parlementaire, que tu le veuilles ou non, ce sera lui. Eh bien, si nous avons une majorité parlementaire, il devra faire avec et avaler une bonne fois pour toutes ses prétentions monarchiques, car seul compte de notre pays la souveraineté du peuple. Ensuite, il y a Richard Ferrand. Une cohabitation n'est pas possible. Alors lui, Mélanie Thomas, il faut qu'elle le sorte. Courage à Mélanie. Et alors Ferrand, il dit non, cohabitation pas possible. Alors je sais pas s'il était déjà élu ou pas quand il y en a eu une déjà. C'était en 97 la dernière. Avant il y a eu 93, avant 86. Bon, il y en a eu 3, 4, bon. Possible. Hop, ça on passe à autre chose. Et Bayrou il dit non, vous n'aurez pas la présidence de la commission des finances si vous êtes dans l'opposition. Ben c'est dans la Constitution. Et d'ailleurs, toi, François Bayrou, qu'est-ce que t'as fait comme commissaire au plan? Il est où ton plan? Qu'est-ce que t'as fait pendant les mois et les mois où t'as été payé pour faire ça? Ça, c'est une question démocratique. En démocratie, on rend des comptes. Alors voilà. Honnêtement, ce que je viens de décrire, et leur passion assez faible, pour ne pas dire autre chose, pour le débat démocratique, n'invite absolument pas ni à leur donner une majorité absolue, ni à leur donner une majorité relative. Ils ne sont pas dans un état d'esprit démocratique, les macronistes. Ils ne sont pas dans l'esprit délibératif qui doit présider aux décisions que collectivement nous devons prendre comme peuple. Alors nous allons, dimanche prochain, changer l'orientation politique du pays, renouer le lien bien trop rompu entre nos institutions et les citoyens. Tel est notre objectif, tel est le sens de notre engagement. Voici ce qui nous anime. Certaines et certains d'entre vous ont peut-être lu un portrait commis par un journaliste fort sympathique d'ailleurs. Le journaliste, le portrait, je vous laisse juger. Où il m'a demandé quels étaient les principes qui m'animaient. Je lui ai dit, lorsqu'on doit juger d'une situation, d'une mesure, d'une politique publique, il faut toujours se porter du côté des plus pauvres, des plus fragiles, des plus précaires, car il n'y a pas de politique juste qui ne pense d'abord à eux. Et voici
comme j'envisage mon rôle de député. Et je lui ai dit aussi qu'évidemment le pouvoir citoyen devait être respecté. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors voilà, l'heure est à la mobilisation. Celles et ceux qui sont là, et l'immense majorité du pays d'ailleurs, partagent le principe de coopération que nous mettons au centre. Je vous dis, ne vous laissez pas enfumer par les mensonges sur notre programme. Faites usage de votre raison, faites usage de ce qui nous anime en tant que citoyens, la capacité à penser non seulement ce qui est juste pour tous, mais également ce qui est clair avec la question écologique, ce qui est juste pour demain, et celles et ceux qui naissent aujourd'hui dans notre beau pays et notre belle ville. Voici ce qui doit nous animer dimanche prochain au moment de voter. Voici également ce qui doit nous animer d'ici dimanche prochain dans les discussions avec nos proches. Convainquez, convainquez, convainquez encore. On l'a dit, nous avons fait une campagne joyeuse. Nous en sommes encore à cette démonstration-là ce soir. Joyeuse. Pourquoi? Car nous, contrairement à celles et ceux qui, faiseurs de misère à l'extrême droite, tentent d'attiser la haine et la division, contrairement à celles et ceux qui tentent d'attiser les peurs pour continuer à protéger le pouvoir de l'argent, eh bien nous, contrairement à cela, nous savons ce qui dans la vie compte. Nous savons que rencontrer un ami, que rencontrer un compagnon ou une compagne, nous savons que l'amour, l'amitié, le fait d'être ensemble, eh bien cela nous anime plus que tout. Nous savons que notre commune humanité nous unit par-delà toutes les différences. Et cette joie que nous avons d'être ensemble, je suis heureux de la partager avec vous ce soir, et nous allons continuer à la partager dans les mois et les années qui viennent. Et c'est Jean Giono qui dit ça. Mais avant de lire la citation de Giono, pour ne pas l'écorcher, petite pause eau. Voilà ce qu'écrit Giono dans sans doute le roman qui m'a le plus marqué cette année. Il s'appelle Que ma joie demeure. Et à la fin de ce livre, le personnage central qui est à la fois un grand passionné, mais qui, comme tous les grands passionnés, sait également saisir les profondeurs du désespoir qui parfois peuvent habiter les êtres humains. Eh bien, il dit à la fin du livre, et je crois que c'est ce que nous avons en partage toutes et tous, s'il n'y avait pas de joie, il n'y aurait pas de monde. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de joie. Quand on dit qu'il n'y a pas de joie, on perd confiance. Il ne faut pas perdre confiance. Il faut se souvenir que la confiance, c'est déjà la joie. L'espérance que ça sera tout à l'heure, l'espérance que ça sera demain, que ça va arriver, que c'est là, que ça nous touche, que ça attend, que ça se gonfle, que ça va nous faire boire, qu'on n'aura plus soif, qu'on n'aura plus mal, qu'on va aimer par la beauté, par la joie, par l'espérance et tout ce que nous avons en commun, nous allons emporter dimanche. Merci à vous.
Ah, c'est cool. J'ai même le bisou. Oh. C'est une bonne conclusion. N'est-ce pas?